Alors, je vais vous parler de nouveaux traitements qu'on n'a pas encore en France et qui ont l'air d'être super intéressants. On les a dans les autres pays d'Europe et donc vous allez voir que probablement que bientôt on va les avoir et donc ça va être des traitements très importants pour nous en gériatrie. Alors sauf pour la maladie coronaire où je commence sur l'avancée thérapeutique de la maladie coronaire parce que là il y a des traitements qu'on a à disposition et qu'on doit être habitué à utiliser en gériatrie. Alors vous voyez sur la prise en charge de la maladie coronaire, vous avez la mortalité dans les années 80 et la mortalité dans les années 2000 à tout âge, mais les plus de 75 ans, vous voyez qu'il y a eu un progrès majeur. Moi je me souviens quand j'étais jeune interne, les patients âgés qui arrivaient avec un infarctus, leur pronostic était quand même très très sévère. Et là, il y a eu de tels progrès que il y a eu vraiment une avancée spectaculaire. Une avancée notamment avec les nouveaux antithrombotiques. Il faut bien garder à l'esprit, c'est toujours comme on l'a vu tout à l'heure, le bénéfice, le risque d'hémorragie ou le risque de faire un problème thrombotique. Et quand on a un infarctus, vous voyez qu'à chaque fois, quand on a 85 ans, on augmente son risque hémorragique, son risque thrombotique. Le professeur Al-Alami nous l'a dit tout à l'heure dans la veine. C'est pareil dans le syndrome coronaire aigu. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ici. Vous voyez, on a effectivement le risque. Ici, c'est le risque de saignement. On multiplie par 3 quand on a 85 ans. Mais vous voyez qu'on est à des taux de 6%. On va avoir 6% de problèmes hémorragiques. Si on ne donne pas d'anti-agrégants suffisamment efficaces, vous voyez que là, 85 ans, on est à 50% d'événements thrombotiques. Donc vous voyez que même si c'est toujours embêtant d'avoir des événements hémorragiques, c'est 6% d'un côté, 50% de l'autre. Et l'événement thrombotique, là, c'est l'infarctus. L'infarctus ici, l'infarctus, l'AVC, donc c'est des choses très très importantes. Donc dans ce bénéfice-risque thrombose-hémorragie, il faut toujours se rappeler qu'en fait, il y a toujours plus de risques thrombotiques et qu'il faut avoir des antithrombotiques efficaces, même s'il y a des fois un petit surrisque hémorragique. Alors la coronarographie, quand le patient a une évaluation gériatrique qui permet une coronarographie, qu'on trouve que son état gériatrique est suffisamment bon, on a maintenant des études randomisées. Vous voyez là, c'est après 80 ans. Eh bien, vous voyez, quand on fait un traitement invasif, la mortalité, elle est moindre que quand on a fait juste un traitement médical. Donc quand on peut avoir recours à la coronarographie, après 80 ans, il faut appeler le cardiologue et essayer d'obtenir la coronarographie. Alors si on a un patient qui est grabataire, qui est complètement dénutri, ce n'est pas les patients qui sont en fin de vie, là on ne proposera pas la coronarographie. Mais un patient âgé qui est plutôt bien, si votre évaluation gériatrique dit je peux faire la coronarographie, il faut aller jusqu'à essayer d'obtenir l'examen et dire au cardiologue mais je reprends le malade après, t'inquiète pas, on ne va pas emboliser tes lits. Alors les traitements antithrombotiques, je vous ai dit, il y a eu beaucoup de progrès. Le traitement classique était aspirine, clopidogrel, et vous savez qu'il y a des nouveaux inhibiteurs des PY2 qui sont le prasugrel et le ticagrelor qui sont arrivés récemment et maintenant les cardiologues utilisent beaucoup ces molécules et donc on voit arriver nos patients avec ces traitements antithrombotiques qu'il faut savoir maintenant gérer. Quelle est la durée du traitement pour vous ? Une bithérapie quand on a mis 2 antiagrégants plaquettaires après un syndrome coronaire aigu. Combien de temps vous allez les garder ? 1 mois ? 1 an ? 6 mois ? 6 à 12, pas mal ça. Donc effectivement, en théorie, c'est 1 an, mais vous verrez que chez des patients à haut risque hémorragique, comme nos patients, ça peut être 6 mois, même il y a d'autres qui disent 3 mois, 3 à 6 mois. Donc en théorie, 1 an, mais on peut réduire à 3 à 6 mois. Alors, je vous ai dit, il y a plusieurs antiagrégants plaquettaires. Le plus ancien, c'était le clopidogrel. Et on a des études chez les patients âgés avec le clopidogrel qui, quand on les regarde, ne sont pas toutes positives. Vous voyez que dans cette étude-là, quand on regarde les plus de 65 ans, là, quand ça ne touche pas la barre du 1, c'est significatif.
Là, il y avait un bénéfice d'associer aspirine plus clopidogrel, étude CURE. Mais il y a une deuxième étude qui est sortie. Vous voyez que l'étude s'appelle PCI CURE. Et là, chez les patients jeunes, c'est très significatif. Les patients âgés, encore, c'était 65 ans. Vous voyez que là, ça coupe la barre du 1, ça marchait moins bien. Donc le clopidogrel, une étude positive, une étude où ce n'était pas positive. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a des données, notamment des données biologiques, qui montrent que l'inhibition plaquettaire, elle a tendance à être moins bonne avec le clopidogrel quand on augmente en âge. Et donc on a une moins bonne efficacité chez les patients âgés. Et donc il y a potentiellement des patients âgés qui ne sont pas répondeurs au clopidogrel. On ne sait pas très bien, 20%, 30%, on ne sait pas très bien combien c'est, mais il y a des gens qui sont non répondeurs au clopidogrel, donc on leur donne le truc, et finalement l'inhibition plaquettaire ne sera pas optimale. D'où l'intérêt d'avoir potentiellement d'autres antiagrégants plaquettaires. Alors le premier qui est arrivé, c'est le prasugrel, avec une étude qui s'appelle l'étude Triton. Et le prasugrel, il marche très bien, surtout dans la population des patients jeunes. Et donc nous, en gériatrie, on ne l'utilise pas beaucoup. Vous voyez que dans la population des plus de 75 ans, ça coupait la barre du 1, il n'y avait pas d'efficacité. Et surtout, il y avait plus, comme c'est plus efficace, il y avait plus d'hémorragie. Et quand on faisait le bénéfice net, à la fois les événements thrombotiques et les événements hémorragiques, vous voyez que chez les jeunes, c'était significatif, on évitait 16 événements. Chez les patients âgés, c'était non significatif. Et donc, le prasugrel, vous savez que l'HAS ne le recommande pas chez les patients de plus de 75 ans. Le prasugrel est à contre-indiquer après 75 ans. Il faut savoir qu'il y a un autre dosage, un plus petit dosage qui existe dans d'autres pays, mais qui n'existe pas en France. Donc en France, vous ne verrez pas de patients de plus de 75 ans sous prasugrel après un infarctus. Et donc, l'autre médicament disponible, c'est le ticagrelor. Et le ticagrelor, dans une étude qui s'appelle l'étude Plateau, a comparé clopidogrel au ticagrelor. Et quand on regarde sur le critère principal d'efficacité, c'est plus efficace le ticagrelor que le clopidogrel. Et quand on regarde l'analyse en fonction de l'âge, vous voyez qu'il y a jusqu'à 95 ans, vous avez moins d'événements, mort cardiovasculaire, infarctus AVC, de façon significative sous ticagrelor en comparaison au clopidogrel. Donc effectivement, maintenant, il y a de plus en plus de cardiologues interventionnels qui donnent le ticagrelor aux patients et même aux patients âgés. Donc on voit arriver, nous, de plus en plus de patients sous ce traitement-là, puisque effectivement, meilleure efficacité. Et vous voyez que quand on regarde les événements hémorragiques globaux, c'est similaire jusqu'à 85-95 ans, pas de différence sur les événements hémorragiques. Donc ce profil, le ticagrelor, il faut le connaître maintenant puisque on va le voir arriver de plus en plus chez nos patients les plus âgés. Une autre façon de voir les résultats, vous voyez qu'ils ont regardé là, de 25 ans à 95 ans et vous voyez que le bénéfice, il n'y a pas de différence en fonction de l'âge, que j'ai 30 ans ou 90 ans, il y a toujours une réduction des événements thrombotiques avec le ticagrelor. Et quand on regarde les hémorragies, vous voyez à 25 ans ou 95 ans, il n'y a pas plus d'hémorragie à 95 ans sous ticagrelor par rapport au clopidogrel. Il n'y a pas de différence, c'est pareil entre les deux. Donc c'est très intéressant d'avoir une molécule qui est plus efficace sur le plan protection de la thrombose. Et rappelez-vous le risque majeur thrombotique. Et puis finalement, sur le risque d'hémorragie, ça fait pareil. Sur la mortalité globale, on a les mêmes genres de résultats. Vous voyez qu'il y a moins de mortalité globale avec le ticagrelor par rapport au clopidogrel. Et la mortalité, c'est quand même un critère important. 95 ans, 25 ans, le risque est exactement le même. Donc on n'a pas d'effet de l'âge, jusque même chez les patients très âgés, on a toujours ce bénéfice supplémentaire en faveur du ticagrelor par rapport au clopidogrel. Comme on l'a vu avec les AOD, ce qui est important, c'est d'avoir, parce qu'il y avait des patients âgés, mais ce n'est pas non plus énormément de patients gériatriques, d'avoir des données un peu de vraie vie chez les patients avec ticagrelor par rapport au clopidogrel. Alors il y a eu des grands registres, notamment celui-ci qui est un registre suédois, et on retrouve à peu près les mêmes résultats. C'est-à-dire que si on prend mortalité, infarctus, AVC, vous voyez qu'il y a une réduction, c'est mieux côté ticagrelor que clopidogrel. 0,95, ça fait 15% de MEU, donc toujours meilleure efficacité avec le ticagrelor.
Et que quand on regarde le risque d'hémorragie, là vous voyez on a un petit surrisque, un peu plus d'hémorragie, 20%, avec le ticagrelor par rapport au clopidogrel. Donc meilleure efficacité, mais peut-être en vraie vie un petit surrisque hémorragique. Sur la mortalité, on retrouve la même chose, donc moins de morts, moins d'AVC, et ça c'est quand même les critères majeurs, parce que comme tout à l'heure, quand on meurt, quand on fait un infarctus, c'est quand même beaucoup plus grave que une hémorragie qui peut être jugulée et qui est moins sévère qu'un événement thrombotique et moins fréquente. Alors après, est-ce qu'on a des données chez les patients très âgés? On a eu un essai randomisé chez les Chinois. Les Chinois qui ont randomisé des patients de plus de 65 ans avec un suivi de 12 mois. Donc là, c'est vraiment une étude spécifiquement chez les patients âgés. Et on retrouve, comme dans l'étude de tout à l'heure, vous avez ici, c'est les événements mortalité cardiovasculaire, infarctus AVC, donc exactement les mêmes critères que dans l'étude. Vous avez moins d'événements sous ticagrelor que sous clopidogrel et c'est significatif. Donc de nouveau, dans un essai randomisé spécifiquement chez des gens âgés, c'est des Chinois, mais c'est des patients âgés, c'est randomisé, un bénéfice. Et quand vous regardez ici les hémorragies, pas de différence entre les deux bras. Donc ça c'est intéressant parce que ça fait des données supplémentaires par rapport à l'étude Princeps, une étude randomisée chez des patients âgés. Et puis après on commence à avoir des données chez des patients âgés, tout à l'heure c'est 65 ans, là c'est 80 ans maintenant. Donc là c'est le ticagrelor chez des octogénaires, une étude à près de 600 patients, plus de 80 ans, après une angioplastie. Et quand on regarde les résultats clopidogrel versus ticagrelor, vous voyez que sur MACE, c'est des événements cardiaques. Il y en a un peu moins sous ticagrelor que sous clopidogrel, 4 contre 3. Par contre, sur les hémorragies, vous voyez qu'on voit un peu plus d'hémorragie sous ticagrelor que sous clopidogrel. Et que quand on somme tout, à chaque fois c'est pas significatif, mais quand on les somme toutes, ici ça devient significatif. Donc toujours un peu plus d'efficacité, mais là, un petit peu plus de ce risque hémorragique, mais on n'est qu'à 1 mois. Et puis la dernière, c'est une autre étude, l'étude Longevo, une étude espagnole, 44 hôpitaux espagnols, ticagrelor versus le clopidogrel. Et là, comme dans l'étude, toujours sur l'efficacité, la mort cardiaque et les revascularisations, quasiment significative. Vous voyez qu'il y a 17% quand il n'y a pas de ticagrelor et 8% quand il y a du ticagrelor, donc une réduction, de nouveau, comme dans les études qu'on a vues tout à l'heure, toujours la meilleure efficacité, et là c'est des gens de 80 ans. Et sur le risque hémorragique, cette fois, pas de sur-risque hémorragique, vous voyez, 3% contre 5%. Donc on a quand même de plus en plus de données, il faut encore continuer à avoir des données, mais on a vraiment l'impression qu'effectivement, on verra de moins en moins de gens traités par ticagrelor, par clopidogrel, et de plus en plus traités avec le ticagrelor chez des patients coronariens âgés. Quand on regarde les réhospitalisations, il y a moins de réhospitalisations quand on est traité par ticagrelor par rapport à ceux qui ne sont pas traités. Et donc finalement, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Le traitement, normalement, c'est 1 an, la bithérapie, mais les recommandations nous disent que chez les patients à haut risque, on peut aller de 3 à 6 mois. Alors, dernière nouveauté, je passe sur le diabète. Parce que là, il y a des recommandations qui viennent de sortir sur le diabète qui sont complètement différentes de celles qu'on connaît. Et alors là, ça va complètement changer nos pratiques. Le diabète, alors les recommandations identifient des patients à risque et haut risque cardiovasculaire. Je ne vous lis pas le truc, mais nous, nos populations gériatriques, on est forcément avec des patients à haut risque ou à très haut risque cardiovasculaire. Et ensuite, les traitements. Nous, d'habitude, nos recommandations, c'est metformine. Eh bien, vous voyez que chez les patients à haut risque, ils nous donnent des médicaments, les inhibiteurs des SGLT2. Qui a prescrit ça ? Ils n'existent pas encore en France, donc on ne peut pas les prescrire, c'est numéro 1 dans la recommandation. Les agonistes des récepteurs GLP1, vous avez déjà utilisé ? Ça existe, mais on ne les utilise pas encore beaucoup en France. Vous voyez que c'est en numéro 1. Et ensuite arrive la metformine. Et ensuite arrivent les autres. Quand on est à faible risque, là ils nous disent encore de commencer par la metformine et ensuite de rajouter les deux là. Donc vous voyez que ça change complètement chez nos patients à haut risque. En Europe, en tout cas, parce que ce n'est pas comme ça en France, en Europe, ils vont avoir d'autres médicaments que nous, ce qu'on donne, la fameuse metformine. Alors pourquoi ? Les agonistes GLP1, c'est quelque chose qui va potentialiser la sécrétion d'insuline, et
des études publiées, c'est 2016, c'est quand même pas si ancien, pas si récent, montrent qu'il y a une diminution sur la mortalité avec ces médicaments, diminution de la mortalité avec ces médicaments-là. Et les inhibiteurs des SGLT2 qu'on n'a pas encore, ça va jouer au niveau de la réabsorption rénale du glucose. Et donc il y a une diminution de la réabsorption ici du glucose. Donc s'il est moins réabsorbé, il va être plus excrété. Donc on va pisser du sucre. Et donc comme ça, on va avoir moins de faire baisser l'hémoglobine glycosylée. Puis ça a d'autres effets, un peu de baisse de pression artérielle, une perte de poids, et donc des effets potentiellement supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'ils sont mis en numéro 1 ? Parce qu'il y a eu 3 grands essais qui ont montré un bénéfice sur des événements cardiovasculaires, et notamment sur l'insuffisance cardiaque. Et c'est là que je vais en venir pour terminer, sur l'effet c'est des antidiabétiques qui ont eu un effet majeur sur les événements cardiaques, mais surtout sur l'insuffisance cardiaque. Alors, pourquoi l'insuffisance cardiaque ? Parce qu'il y a un effet, en plus de faire pisser du sucre, probablement il y a un effet natriurétique, ça fait pisser du sel, un effet métabolisme énergétique, il y a une augmentation des corps cétoniques, et donc il va avoir un effet de substrat énergétique, et puis il y a d'autres effets, peut-être c'est inotrope positif par l'augmentation du glucagon, et d'autres effets pro-inflammatoires. On ne connaît pas encore tous les effets sur le cœur, mais c'est un médicament qui a été développé pour le diabète, et on s'aperçoit d'un effet majeur sur l'insuffisance cardiaque. Et l'effet est tellement majeur qu'au Congrès, il y a 15 jours, au Congrès européen, ils ont présenté une étude d'un antidiabétique qu'on propose comme traitement de l'insuffisance cardiaque chez des gens qui n'ont pas de diabète. Ils n'ont pas de diabète, ils ont de l'insuffisance cardiaque à fraction d'échelon altérée, et on leur donne un antidiabétique, c'est l'inhibiteur des SGLT2, ou du placebo, mais ils ne sont pas diabétiques, et on évalue chez ces patients-là, et résultat extraordinaire, vous avez 26% d'événements en moins cardiovasculaires, hospitalisation insuffisance cardiaque, consultation en urgence pour insuffisance cardiaque. Donc vous voyez, on a donné cet antidiabétique à des gens qui ne sont pas diabétiques, et ils font moins d'insuffisance cardiaque. Et ils meurent moins. Donc c'est quand même une révolution, et ce médicament, on ne l'a pas en France encore. Moins d'aggravation d'insuffisance cardiaque, 30%. Moins de morts cardiaques, 18%. Moins de morts cardiovasculaires d'hospitalisation, 25%. Vous voyez, c'est des résultats très spectaculaires dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Moins de morts globales, 17%. Donc vous voyez, on voit très bien que ce médicament ne va pas tarder à arriver comme traitement à la fois du diabète et traitement de l'insuffisance cardiaque. Et alors le diabétique insuffisant cardiaque, encore plus. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'analyse, parce qu'il y avait dans le sous-groupe, ils n'étaient pas obligés d'être diabétiques, mais il y avait quand même des diabétiques. Qu'on ait un diabète ou pas de diabète, c'est exactement le même résultat. Donc vous voyez que c'est un médicament qui est un médicament un peu intelligent, c'est-à-dire qu'en fait, il marche, quand la glycémie est élevée, il fait baisser la glycémie. Puis si la glycémie est normale, il ne fait pas baisser la glycémie. Et donc ça, c'est vraiment un nouveau mécanisme d'action tout à fait passionnant. Et quand on regarde les effets secondaires, on pourrait se dire on a donné un antidiabétique à des non-diabétiques qui vont faire des hypoglycémies. Ben non, il n'y a pas plus d'hypoglycémie qu'avec le placebo. C'est vraiment un médicament qui fait baisser la glycémie que si la glycémie est élevée. Sinon, il ne fait pas baisser, donc c'est extraordinaire. Et c'est des médicaments, vous voyez, quand on regarde les effets secondaires, il n'y en a pas. Pas plus d'effets secondaires. Et à la fin, tous les effets secondaires, en incluant la mortalité, il y en a moins sous traitement que sous placebo, c'est significatif. Donc on a probablement à disposition en gériatrie bientôt des traitements efficaces qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. Nous, on aime bien ça en gériatrie, dans une pathologie fréquente. Donc on attend d'avoir des données sur les sous-groupes de patients les plus âgés. Là, je vous ai montré que chez les plus de 65 ans, ça marchait pareil. Mais on a vraiment une vraie innovation qui est en train d'arriver avec ces médicaments. Donc la conclusion, c'est que ça marche sur l'insuffisance cardiaque, même chez les patients sans diabète, que c'est bien toléré et que c'est une nouvelle approche du traitement de l'insuffisance cardiaque qui va nous être proposée. Donc vous voyez que c'est ça qui est intéressant, ça n'arrête pas de progresser. On a des nouveaux antiagrégants plaquettaires avec le ticagrelor. On a des nouveaux antidiabétiques et vous voyez que les recommandations mettent en numéro 1 des trucs qu'on n'a pas encore, inhibiteurs SGLT2 et les agonistes GLP1 qu'on vient juste de voir arriver. Et dans l'insuffisance cardiaque, on a le traitement classique, plus ces inhibiteurs d'ISGLT2 qui vont arriver, on l'espère, dans pas très longtemps,
Après, on aura besoin d'évaluer ces médicaments dans nos populations gériatriques pour vérifier qu'on a les mêmes résultats après 80 ans. Je vous remercie.